Allez, ok, allez, on va commencer. Merci Laurent à toi pour l'invitation. Merci à vous tous d'être présents ce dimanche soir afin qu'on puisse parler de bourse, un sujet qui nous intéresse tous, je crois. Donc moi, je vais vous présenter simplement la méthode que j'utilise pour investir en bourse. Alors, je vais me présenter juste rapidement, mais en quelques secondes. Donc moi, je suis Viken Choboyan, ce qu'on appelle un trader pour compte propre. Alors, c'est un grand terme qui veut simplement dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers. Et moi, je fais ça depuis 2006 et je fais du swing trading. Donc là, je pense que ce soir, on a vraiment un public d'avertis. Du coup, vous savez, un swing trading, j'investis sur un horizon de quelques semaines à quelques mois sur mes actions. Je ne fais pas du tout ce qu'on appelle du day trading ou du scalping. Alors, tout fonctionne. Il faut simplement choisir une approche qui correspond à notre psychologie. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très speed et ça, les personnes comme ça sont vraiment plus adaptées au scalping. Moi, je suis quelqu'un de plutôt calme. J'aime bien faire mes analyses à tête reposée. Du coup, le swing trading, ça me correspond bien. Et j'ai choisi, il y a un petit moment déjà, les actions américaines. Alors pourquoi? Simplement parce que si vous regardez historiquement, les marchés boursiers aux États-Unis sont quasiment systématiquement plus rentables que les marchés en Europe. Là, ça fonctionne cette fois? C'est bien, voilà. Ok, parfait. Merci. Donc, oui, donc je suis spécialisé sur les actions américaines parce que ce sont historiquement les marchés les plus rentables. On regardera tout à l'heure des graphiques. Et je suis également diplômé du diplôme conseiller en investissement financier que vous voyez à l'écran. C'est simplement, comme vous le savez, le diplôme qu'il faut avoir pour donner des conseils financiers quand on est en France. Alors voilà le programme pour ce soir. Donc on va voir comment gagner en bourse sans avoir besoin de prédire l'avenir. Vous allez voir, moi je suis adepte des portefeuilles hedgés, c'est-à-dire qu'on investit sur plusieurs classes d'actifs qui sont décorrélées les unes des autres, c'est-à-dire que quand il y en a une qui baisse, une autre a tendance à monter pour amortir la chute de la première et vice-versa. Donc je vous montrerai les classes d'actifs que j'utilise et pourquoi j'utilise celles-ci. Ensuite, comment créer une stratégie d'investissement qui est intemporelle? Parce que moi, je pense vraiment qu'il faut avoir une seule et même unique stratégie qu'on va utiliser euh, en toutes circonstances. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'il ne faut pas, en tout cas, c'est ce que je fais moi. Tout ce que je vous partage ce soir, c'est ce que je fais moi. C'est mon avis, ça s'engage que moi. Mais je pense que le fait, par exemple, d'avoir une stratégie qui est adaptée aux périodes de crise, j'utilise à ce moment-là. Et ensuite, si on voit que, par exemple, le marché repart à l'hausse, passer sur une stratégie qui est adaptée aux phases de hausse, puis une stratégie qui est adaptée aux phases de range, je trouve que c'est quand même compliqué dans la pratique parce que en faisant ça, on aura toujours un temps de retard sur les marchés et on risque avec le timing de jamais vraiment pouvoir tirer son épingle du jeu. Donc, je pense qu'il faut avoir une et même une stratégie qui va être adaptée, qui va gagner de l'argent quand les marchés sont haussiers, mais en cas de crise qui ne perdra pas ou pas trop. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut durer sur le long terme. Donc, je vous montrerai justement comment je protège mon portefeuille des crises financières, quels produits j'utilise et pourquoi je les utilise. Ensuite, on parlera des actions elles-mêmes. Donc, je vous montrerai des filtres que j'utilise pour choisir les actions sur lesquelles je vais investir pour les prochains mois, prochaines années. Après, on parlera des courtiers. Alors là, je pense que tout le monde vous investissez tous, du coup, vous connaissez un peu les courtiers du marché. Et vous savez bien sûr qu'il n'y a pas de courtier parfait. Il faut choisir. Il y a des courtiers qui sont spécialisés dans le forex, d'autres dans les actions françaises, d'autres dans les actions américaines. Donc, je vous montrerai pour une stratégie comme la mienne, par exemple, quels sont les courtiers que j'utilise et pourquoi je les utilise. Et ensuite, on parlera, et enfin, des intérêts composés. J'aime bien finir par ça parce que ça nous montre vraiment que ce qui compte vraiment en investissement long terme, ce n'est pas le capital qu'on a au début, mais c'est le temps qu'on va passer à investir, puisque le temps a plus de valeur que le capital. On fera quelques simulations tout à l'heure afin de voir ce que ça peut donner sur un horizon de 10, 15, 20 ans, voire plus. Alors j'espère que ce programme vous plaît. On va passer directement au contenu. Alors, on fait juste un petit point sur ce qui s'est passé en 2020. Là, on est tout début 2021, donc on va faire un petit résumé rapide de l'année 2020. Donc, l'année 2020, vous avez vu que c'était très, très animé sur les marchés financiers. Il y a eu beaucoup de volatilité. En fin d'année, on a eu les élections américaines. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de questions à ce moment-là. On me disait, si par exemple Biden, c'est ce qui s'est passé, mais si Biden allait être élu, est-ce que ça allait être un mauvais point pour les marchés financiers?
Parce qu'on pourrait se dire qu'un président démocrate aurait plutôt des mesures sociales, du coup, ce serait mauvais signe pour les entreprises, à contrario d'un président républicain qui serait plutôt pro-entreprise. Et en fait, moi, j'avais remarqué, moi j'ai 37 ans, voilà, pour vous dire, avec mon âge, en tout cas, j'avais remarqué que je n'avais pas vu d'impact notable sur les marchés financiers, selon que le président soit républicain ou démocrate. Mais Vanguard, que vous connaissez tous, qui est un gros fonds américain, a publié un article, donc pour aller voir sur leur site, un article très intéressant. Mais là, je vous mets le graphique qui est sur leur site d'ailleurs, hein, sur leur article, mais qui résume vraiment l'article. Ils ont regardé de 1860 à 2020, donc c'est un horizon très très long. Et ils ont regardé si le fait que le président soit républicain ou démocrate a un impact positif ou négatif sur les marchés financiers américains. Et donc, on voit en rouge, donc ce sont les années où le président est républicain, et en bleu, les années où le président est démocrate. Eh bien, en moyenne, quand le président était républicain sur toute cette période-là, les marchés financiers aux États-Unis ont gagné 8,2% par an. Et quand le président était démocrate, ils ont gagné 8,4%. Donc, on voit que c'est même légèrement contre-intuitif. Hein. Quand le président est démocrate, c'est même légèrement supérieur. Mais globalement, on peut dire que à 0,2% près, c'est négligeable. Donc, que le président soit républicain ou démocrate, ça n'a pas d'impact. Et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, si vous lisez l'article plus tard. Vous verrez qu'ils résument ça comme ça. Ils disent que pour les stratégies long terme, ce genre d'événement n'a pas d'impact, n'a pas d'influence. Du coup, il ne faut pas s'en soucier. Voilà. Un peu plus tôt, en 2020, on a eu ce que moi j'appelle, je ne sais pas si c'est le terme, mais moi j'ai appelé la crise du coronavirus. Vous avez tous suivi ça. Hein. Donc, on voit là, février-mars, on voit que donc en rouge, on a le S&P 500. Donc, on parlera beaucoup du S&P 500 ce soir. Donc, c'est l'indice qui est créé par Standard & Poor's, qui regroupe 500 grosses sociétés américaines. En vert, j'ai mis le CAC 40. Et donc, on a vu que les deux se sont écroulés en février-mars. Et finalement, l'année a fini positif pour le S&P 500, plus 16,26%, et moins 7% pour le CAC 40. Donc là, c'est le CAC 40 sans les dividendes. Hein. Mais même avec les dividendes, on est bien loin du S&P 500. Et donc, voilà pourquoi, par exemple, moi, j'investis sur les marchés américains, parce qu'on voit que les marchés américains sont plus rentables. Donc là, ça se vérifie cette année-là, mais si on regarde beaucoup d'années, c'est très souvent le cas. Mais pourtant, en cas de crise, eh bien, les deux sont aussi risqués. Encore si, par exemple, le CAC 40 était moins rentable mais moins risqué, on pourrait se dire pourquoi pas. Mais là, on voit que finalement, on a le même risque avec un gain moindre. Donc voilà pourquoi je me focalise sur les actions du S&P 500. Donc, je n'achète pas l'indice lui-même. Hein. J'achète que quelques sociétés et je vous expliquerai tout à l'heure comment je procède à cela. Alors, d'après vous, peut-on prédire l'évolution des marchés? D'après vous, peut-on dire si, par exemple, dans 3 mois, 6 mois ou 12 mois, à moyen terme, court ou moyen terme, est-ce que, par exemple, le S&P 500 ou le CAC 40 auront un cours supérieur ou inférieur au cours actuel? N'hésitez pas à nous partager votre avis. Donc, Miguel nous dit non, hélas, je vois dans le chat. Je dirais qu'on peut le prédire. Après, on a une chance sur 2 d'avoir juste. Exactement. On peut essayer de le prédire, tout à fait. On voit Georges nous dit dans le chat non. Donc on peut pas. Effectivement, alors oui, il y a beaucoup on trouvera toujours on peut le prédire, effectivement. On peut faire des prédictions. Mais comme tu dis, en tout cas, moi, je pense qu'à court ou moyen terme, c'est vraiment hasardeux. C'est vrai que sur le long terme, sur le long terme, si on a un horizon de plusieurs années, les marchés financiers, enfin, en tout cas, les marchés actions montent. Et c'est assez logique parce que les marchés actions sont composés de sociétés dont le but est de vendre des produits et des services, donc de créer de la valeur. Donc, si elles créent de la valeur, leur valorisation haussière s'apprécie avec le temps. Et donc, les marchés financiers prêtent de la valeur avec. Mais c'est vrai qu'à moyen ou court terme, je pense qu'il est très compliqué. En tout cas, moi, je préfère vous dire clairement, en toute humilité, moi, je suis incapable de prédire cela à court moyen terme. Alors, du coup, comment je fais pour investir dans ces conditions-là? Je fais ce que je disais tout à l'heure. J'ai créé une stratégie qui est intemporelle, c'est-à-dire que ma stratégie doit s'adapter aux années comme 2020, par exemple, qui ont été très chaotiques. Grosse baisse au début d'année, puis grosse hausse au printemps, au début de l'été. Ou la même stratégie doit s'adapter en 2019, qui était une très bonne année pour les actions, ou en 2008, qui était une année de crise. Donc, la même stratégie doit s'adapter à toutes ces phases de marché-là. Comment je fais ça? Eh bien, je divise mon capital en deux parties.
Une partie, je vais l'investir sur des actifs qui ont un potentiel haussier. Donc, ce sont les actions américaines. Et l'autre partie, je vais l'investir sur des produits, justement, qui sont décorrélés avec les actions et du coup, qui vont me couvrir contre le risque de marché. C'est-à-dire, quand les actions vont s'effondrer en cas de crise, bah, cette autre partie, la couverture contre le risque de marché, elle va avoir tendance à prendre de la valeur et donc à amortir la chute des actions. Alors, pourquoi déjà on choisit les actions? Donc là, c'est un graphique qui a été tiré du site capital.fr. Vous avez la date de l'article pour aller voir si vous voulez l'article. Alors là, c'est comme tout à l'heure pour Vanguard. Là, je me suis permis de leur emprunter ce graphique qui résume tout leur article. Donc, ils ont regardé sur une longue période, 40 ans, de 1979 à 2019, les rendements des investissements les plus connus, on va dire. Et donc, les actions arrivent sans surprise en première position, à 13% par an en moyenne, suivi du logement à Paris. En gros, c'est les actions d'abord, puis les logements, les foncières, les SCPI, donc puis l'immobilier. Et puis enfin, eh bien, comment dire, les investissements financiers, mais peu risqués. Les assurances vie, l'obligation, livret A. Donc voilà. Maintenant, alors, on parlera un peu plus tard des actions, mais on va commencer par parler du risque de marché, comment se couvrir, enfin, comment je fais ça en tout cas, parce que selon moi, c'est avant de gagner de l'argent, il faut déjà ne pas en perdre. C'est déjà la base, parce que si on n'a plus d'argent, on ne peut plus investir tout simplement. Donc c'est vraiment le socle un peu de la stratégie que j'ai créée pour investir. Elle tourne autour de cela. Donc, je vais vous dire quel pourcentage de capital j'ai investi sur les actifs qui ont potentiel, donc les actions, et quel pourcentage de capital j'investis sur la couverture contre le risque de marché. Donc, pour choisir ces pourcentages-là, eh bien, je suis parti de deux constats qui sont très simples. Le premier, c'est qu'il y a eu des crises par le passé, des crises financières. Par exemple, sur les 20 dernières années, on en a eu 3. Au début des années 2000, donc moi, je n'investissais pas à l'époque, mais il y a eu la bulle Internet. Ensuite, en 2008, la crise de subprime. Et là, en 2020, la crise qu'on peut appeler la crise du coronavirus. Donc, on sait qu'il y a eu des crises. On sait qu'il y en aura d'autres. Il ne faut pas en avoir peur, parce que les crises financières font partie des cycles financiers. Donc, c'est tout à fait normal. Simplement, bien sûr, on ne sait pas quand elles vont arriver. Donc, comme on ne sait pas quand elles vont arriver, et c'est vraiment brutal. Qui aurait pu prédire précisément qu'on aurait eu ce qu'on a eu en 2020? Je pense que c'est compliqué. Du coup, comme on ne sait pas quand elles vont arriver, j'ai en permanence les produits qui me protègent contre cela. Ensuite, la statistique que vous voyez à l'écran, vous l'avez peut-être déjà vue. Donc, c'est des chercheurs qui avaient fait ça. Ils avaient fait une étude ils l'ont faite en 2015, pour être précis. Ils ont fait ça sur le CAC 40. Mais moi, j'ai remarqué que sur les marchés américains, c'est assez comparable. Donc, ils avaient regardé sur les 20 dernières années, en retirant les 40 meilleures journées de cotation du CAC 40, donc ça fait en moyenne 2 jours par an, la performance du CAC 40 passait en moyenne de 10% par an à 1,6% par an. Donc, c'est impressionnant. Ça montre vraiment que là, on est pire que sur la loi de Pareto 20-80. Là, ça montre que, en gros, 85% de la performance annuelle se fait sur seulement 2 jours par an en moyenne. Et bien sûr, comme pour les crises, là aussi, on ne sait pas quand arrivent ces 2 jours, sinon ce serait trop facile. Du coup, comme on ne sait pas quand ils vont arriver, j'ai en permanence également des actions dans mon portefeuille pour ne pas rater ces phases où les marchés montent très fortement. Voilà, parce que malheureusement, les performances des marchés ne sont pas linéaires. Il y a des phases où ça s'accélère, donc il faut être là à ce moment-là. Et après, il y a des phases où ça stagne pendant des mois. Donc, partant de ces deux constats-là, je fais la répartition toute simple. Donc, chaque début d'année, je mets 50% de mon portefeuille sur les actions et 50% sur la couverture contre le risque de marché. Et ensuite, donc là, on l'a fait récemment, c'était le 4 janvier 2021, c'est le premier jour de bourse de l'année 2021. Et ensuite, tout au long de l'année 2021, je ne vais pas du tout toucher à ma couverture. Je vais simplement faire chaque mois des remplacements au sein de la partie action de mon portefeuille. Donc, chaque mois, je vais vendre des actions, je vais remplacer par d'autres. Mais en tout cas, à la couverture, je ne vais pas du tout la toucher. Et début 2022, je rééquilibrerai à 50-50 parce que, bien sûr, c'est rare que les deux montent autant. Il y a des années où, par exemple, les actions vont monter, la couverture va baisser ou l'inverse. Donc, chaque début d'année, je fais ce rééquilibrage. Donc, peut-être que vous l'aviez deviné, mais ce que j'utilise pour me couvrir en cas de crise, ce sont les obligations d'État à long terme des États-Unis. Donc, alors, il y a plusieurs EDF qui permettent cela. Depuis que les ETF américains sont plus disponibles pour les Européens,
on a d'autres ETF qui sont disponibles, qui ont les mêmes performances. Par exemple, l'ETF DTLA que vous connaissez peut-être, qui réplique tout simplement le cours des obligations à long terme des États-Unis. Il y a l'ETF IDTL, par exemple, qui est le même que DTLA, mais IDTL vous verse des dividendes alors que DTLA les réinvestit. Donc au final, ça revient plus ou moins même. Là, j'ai choisi DTLA. Donc les obligations, je pense que vous savez, ce sont des gens avertis, mais les États qui sont endettés, par exemple comme les États-Unis ou la France, leur dette augmente. Et pour financer cette dette-là, ils émettent sur les marchés financiers des obligations. Et donc vous, en tant que particulier ou société, vous pouvez acheter des obligations et vous devenez une sorte de banque à qui les États vont emprunter de l'argent. Et pour cela, vous allez toucher des intérêts. C'est tout à fait normal que vous leur prêtez de l'argent. Alors moi, je n'investis pas direct dans les obligations en direct. Moi, j'investis dans des ETF comme des TLA. Pourquoi? Parce que l'ETF, il investit dans un panel obligataire, donc dans un panel de différentes obligations avec des échéances différentes. Et donc, quand, par exemple, les taux vont augmenter, eh bien, il y a des obligations qui sont actuellement dans l'ETF qui vont arriver à expiration. Et l'ETF, l'émetteur de l'ETF, donc iShares, lui achètera des obligations avec les taux plus importants. Et donc, c'est pour ça qu'on a une performance beaucoup plus lisse en achetant un ETF obligataire qu'en achetant des obligations directement. Maintenant, on va voir sur des graphiques ce que ça a donné sur ces dernières années. Donc là, on est revenu sur l'année 2020. Donc en rouge, je vous ai mis toujours la courbe du S&P 500, plus 16,26%, comme on l'a dit tout à l'heure. Et en bleu, j'ai mis la courbe de l'ETF TLT. Donc c'est un ETF américain qui réplique les obligations, qui a gagné 18% en 2020. Et ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment cet effet qu'on peut appeler un peu effet miroir entre les deux courbes. On voit bien que en février-mars, la courbe rouge descend légèrement, la bleue remonte. Ensuite, elle se rapproche. Et ensuite, quand la courbe rouge, donc le S&P, s'écroule en février-mars, la courbe bleue monte. Et finalement, au fil de l'année, le S&P est pas mal remonté, beaucoup remonté. Et donc, les obligations, en toute logique, elles ont perdu petit à petit de la valeur. Et finalement, au final, à la fin de l'année 2020, les deux se rejoignaient. C'est pour ça qu'on a presque la même performance pour les deux. Ensuite, on va remonter à la crise précédente. Donc, c'était la crise des subprimes en 2008. Donc là, le graphique que vous voyez va de début 2008 à début 2010. Donc, sur l'année 2008, le S&P a perdu 38,49% et les obligations, elles, ont gagné 34,12%. Donc, on voit que là, en ayant, par exemple, un portefeuille, alors moi, je n'investis pas dans l'indice, mais dans certaines actions, mais en ayant un portefeuille basique composé à 50% de l'indice S&P 500 à 50% des obligations, on n'aurait quasiment rien perdu en 2008, puisque les obligations ont quasiment compensé toute la perte des actions. Alors là, je voulais vous montrer quelque chose qui est intéressant. On voit que ce n'est pas une méthode, c'est pas quelque chose de mathématique, si vous voulez. On voit qu'il y a par exemple là eu un décalage de quelques semaines entre la baisse des actions et la hausse des obligations. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'après coup, quand on analyse un fait après coup, c'est toujours facile pour tout le monde, même pour moi, de dire après coup, voilà, il y a une crise qui s'est passée. Parce que quand on se met à l'instant T, au jour J, les gens ne savaient pas forcément ce qui se passait. Hein. Il faut se remettre dans le contexte. C'est pour ça qu'il y a parfois ce décalage. Qu'il n'y a pas eu d'ailleurs en 2020. Là, je vous remets 2020. En 2020, ça a été vraiment très direct. La réaction des obligations était directe. Mais voilà, pour vous montrer que ce n'est pas forcément toujours le cas. Et donc en 2009, les actions, elles, ont repris pas mal de valeur, mais les obligations, elles, en toute logique, en ont perdu. Donc là, peut-être que vous dites, du coup, ça n'a aucun intérêt. Hein. Quand les actions baissent, les obligations montent et vice-versa, du coup, ça s'annule. Non, vous allez voir que non, ça a quand même un intérêt assez important. On va remonter encore à une crise. Alors, ensuite, on aura fini pour les crises. C'était donc la bulle Internet. Donc là, j'investissais pas à l'époque, mais j'ai fait en prenant les données de marché de l'époque, j'ai fait ce graphique-là pour vous. Donc la bulle Internet, on va dire que le plus fort de la crise, c'était d'août 2000 à mars 2003. Sur cette période-là, le S&P a perdu 44% et les obligations, elles ont gagné 30%. Donc on va dire que là, ça n'a pas compensé totalement la perte, mais on voit encore une fois que si on avait un portefeuille investi pour moitié sur chacune de ces deux courbes, eh bien on aurait vraiment amorti une grande part de la chute.
Et on voit vraiment l'effet miroir, encore une fois. On voit que les pics, par exemple, ici et ici, produisent plus ou moins au même moment. Ici et ici également. Là et là, là et là. Donc, on voit vraiment qu'il y a vraiment un lien très fort entre les deux. Maintenant, on va passer à des années positives pour voir comment se sont comportées les obligations. Par exemple, l'année 2013, qui était une très bonne année pour les actions, le S&P a gagné presque 30%, 29,6%, et les obligations, elles, ont perdu 13,56%. Donc là, on commence à comprendre que malgré tout, c'est intéressant d'avoir des obligations, puisqu'effectivement, quand les marchés actions montent fortement, les obligations vont, elles, assez logiquement perdre de la valeur, ou en tout cas ne pas gagner autant que les actions. Donc on va dire que là, par exemple, en 2013, avoir eu un portefeuille qui est composé à 50% d'actions et 50% d'obligations, eh bien, ça a été moins performant que si on n'avait eu que des actions. Et par contre, on va dire que c'est un peu le prix de la tranquillité. C'est-à-dire qu'avoir eu ça, c'est vrai que ça nous fait perdre un peu d'argent en 2013, ça run la performance des actions, mais ça nous fait perdre moins d'argent que ce que ça nous a permis d'économiser en perte une année comme 2008 ou 2020 ou la bulle Internet. Et pareil en 2019. Alors, il y a même des années où les deux sont positifs. En 2019, c'était le cas. Le S&P a gagné presque 29%. Les obligations, elles ont gagné de l'argent également, mais assez logiquement, elles n'en ont pas gagné autant que les actions. Donc, on peut dire que même en 2019, les obligations ont rogné un peu de la performance du portefeuille, puisque si on avait mis la partie obligataire sur les actions, on aurait gagné plus. Mais encore une fois, après coup, c'est facile de dire ça, mais je pense que c'est encore une fois le prix de la tranquillité. Maintenant, je vais vous montrer quelques simulations que j'ai faites pour montrer, justement, ça va vraiment illustrer ce qu'on vient de dire sur les slides précédents. Donc là, ça sont vraiment des simulations que j'ai faites, mais en prenant les données réelles de marché. Je me suis dit, si par exemple début 2006, je mettais 100 $ sur un ETF qui réplique le S&P 500, qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui? Eh bien, si on avait fait ça de début 2006 à fin 2020, on serait retrouvé avec un capital de 300 $. Donc, on aurait triplé notre mise, ce qui fait une performance annuelle moyenne de 9,09% par an, en moyenne. Donc, c'est plutôt un bon placement parce que là, c'est vraiment purement passif. Hein. On met 100 $ début 2006 et ensuite, on n'y touche pas. Donc là, il n'y a pas plus passif que ça. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a ces flèches qui apparaissent. En 2008, on aurait subi la fameuse crise de subprime. Donc, on aurait vu son portefeuille baisser de 38%. Et ensuite, il aurait fallu attendre 5 ans, donc 2013, pour retrouver sa mise avant 2008. Donc, effectivement, même si on sait que sur le long terme, les marchés actions montent, hein, c'est vrai. En tout cas, ça s'est toujours vérifié. Et je pense que ça se vérifiera toujours. Mais il faut être patient, surtout quand on a des grosses sommes en jeu, et peu importe la somme d'ailleurs, il faut être patient pour se dire, voilà, ça fait 2, 3, 4 ans que je n'ai pas retrouvé ma mise, ça commence à faire long. Pareil, en 2020, il y a eu la nouvelle crise, la crise qu'il y a eu au printemps 2020, mais là, ça a été rapide. Hein, les cours ont rapidement retrouvé leur cours précédent à la crise. Ensuite, deuxième stratégie que j'ai faite, et vous allez voir où je vais en venir. Là, donc en rouge, j'ai laissé la première stratégie, hein, pour mémoire. Et en vert, j'ai mis 100 $ sur une autre stratégie, donc sur un ETF, donc l'ETF TLT, qui aurait répliqué les obligations à long terme des États-Unis. Donc on fait ça début 2006. Et fin 2020, on se retrouve avec environ 275 $, ce qui fait 8,07% par an en moyenne. Donc c'est un peu moins que les actions, mais c'est quand même aussi intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment, là, sur cette période-là, donc le comportement des actions et des obligations, on voit vraiment qu'on a deux courbes, donc la verte et la rouge, qui montent sur le long terme, mais qui ne montent pas en même temps. On voit en 2008, 2009, on le voit à plusieurs reprises, en 2012, 2013, en 2018, en 2020 également. Donc on a deux courbes qui montent sur le long terme, mais de façon décorrélée, avec un peu cet effet miroir. Et du coup, l'idée de base de ma stratégie, que j'applique moi sur le marché américain, c'est d'avoir 50% en actions et 50% en obligations. Et ça nous amène à quelque chose qui ressemble à la courbe bleue. Donc la courbe bleue, eh bien, j'ai mis 50 $ pour cette simulation-là, 50 $ sur le S&P 500, 50 $ sur le TLT début 2006.
Et fin 2020, je me retrouve avec environ 290 $, ce qui fait 8,58% par an, mais avec une courbe beaucoup plus lisse. En fait, vous avez compris que la courbe bleue, c'est la moyenne de la rouge et de la verte, tout simplement, hein, ni plus ni moins. Et donc, on se retrouve avec une courbe qui monte sur le long terme, forcément, puisqu'elle a la moyenne des deux autres qui montent elle aussi, mais qui monte de façon beaucoup plus lisse. Alors, bien sûr, ça ne monte pas en ligne droite, hein, c'est pas une courbe, ça n'existe pas, ça. Une courbe qui monte vraiment en ligne droite. On voit qu'il y a des petits pics haussiers baissiers, mais en tout cas, on a vraiment limité pas mal la volatilité par rapport à si on n'avait que des actions ou par rapport à si on n'avait que des obligations. Donc voilà la base de ma stratégie. Alors moi, j'arrive à avoir une performance un peu meilleure que celle que la courbe bleue, on va en parler tout à l'heure, pour deux raisons. La première, c'est comme je vous l'ai dit, c'est que je n'investis pas sur les actions, enfin, je n'investis pas sur l'ETF S&P 500, mais je sélectionne chaque mois que quelques actions parmi l'indice, ce qui me permet d'avoir une performance un peu meilleure que l'indice. Et également, j'utilise un peu de levier, j'utilise un effet de levier 2 afin de booster la performance de mon portefeuille. Alors là, on a fini pour la partie obligataire. Je regarde juste s'il y a des messages. Après, on va parler juste après des actions. Alors, tac, tac, tac. Donc, Georges nous dit quid du risque de signature US plus risque inflation, masse monétaire et intérêt négatif pour plomber les bons du trésor US. Alors, justement, j'ai un ami de mon club d'investisseurs qui a. Alors, je ne sais pas si je peux mettre la vidéo là, si Laurent m'autorise, mais sinon, je pourrais te partager. Georges, tu pourrais m'écrire après. J'ai un ami qui a publié une vidéo aujourd'hui même à ce sujet-là, qui est très intéressante. Et il montre justement ce qui se passe quand quand les taux d'obligation augmentent. Parce que effectivement, il y a deux choses, il y a deux facteurs principaux qui font varier le cours des obligations. Le premier, c'est les taux d'intérêt. Effectivement, les taux d'intérêt sont bas actuellement, et quand les taux d'intérêt augmentent, eh bien, le cours des obligations, le prix de l'obligation lui-même a tendance à baisser. Pourquoi? Parce que vous avez une obligation à l'instant T. Disons que vous avez une obligation actuellement, je prends des exemples approximatifs, mais avec des chiffres ronds pour que ce soit simple. Disons qu'actuellement, vous avez une obligation qui a un rendement de 1% par an et que les taux augmentent. Du coup, sur le marché, il va y avoir des obligations qui vont apparaître avec un taux à 2% par an, pour faire simple. Eh bien, c'est vrai que votre obligation, qui avait un taux de 1% par an, donc si vous la conservez, elle vous versera toujours 1% par an, bien sûr, parce que l'État s'engage à vous verser ça jusqu'à l'expiration de l'obligation. Mais par contre, comme en plus du taux, il y a le prix de l'obligation qui lui varie, ce prix. Bien, comme à ce moment-là, il y a des nouvelles obligations avec un taux plus intéressant, votre obligation, elle qui a un taux plutôt faible, un mauvais rendement, on va dire, eh bien, elle devient moins intéressante puisqu'il y a des nouveaux produits plus intéressants. Et du coup, le prix de votre obligation va avoir tendance à baisser. Mais il baisse peu comparé si vous voulez, le taux de rendement a un impact faible sur le prix de l'obligation elle-même. En gros, le rendement, enfin le taux d'intérêt a un impact seulement sur 25% de la valorisation de l'obligation. Et il faudrait regarder cette vidéo-là, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez après. Et également, oui. Oui, tu m'enverras le lien et puis je la ferai suivre. Oui, tu pourras le partager, elle est très bien faite. Ils Mmh. montrent vraiment ça avec des graphiques. Et également, l'intérêt, c'est aussi de, comme je disais tout à l'heure, comme ce que je fais moi, c'est de ne pas acheter les obligations en direct. Parce que quand tu achètes une obligation en direct, tu es bloqué sur telle obligation avec tel rendement. Et du coup, effectivement, s'il y a de nouvelles obligations avec des meilleurs taux, la tienne perd de la valeur et toi, tu es bloqué avec celle-là. Alors que le fait d'acheter un ETF comme je fais moi, par exemple le TFD TLA qu'on citait tout à l'heure, et bien là, l'ETF, lui, quand il aura des obligations qui vont arriver à échéance, il les remplacera par des nouvelles qui ont des meilleurs taux. Et du coup, vous verrez tout ça dans la vidéo, mais question très intéressante. Alors, en 2018, donc Vivien nous dit en 2018, j'ai l'impression que les obligations, on peut couvrir la base des actions, tu confirmes, Lucas? Alors oui, c'est bien sûr que c'est une stratégie long terme. Hein. Il y a des années où tu vas te dire, tiens, j'aurais pas dû avoir mes obligations, comme on l'a vu tout à l'heure dans des graphiques. Il y a des années où tu te dis, tiens, si j'avais pas eu d'obligations, j'aurais gagné plus en mettant tout sur les actions.
bien sûr, il y a des années où tu vas te dire ça. Et moi aussi, je me dis, mais après coup, c'est facile de se dire ça. Mais sur le long terme, non, c'est intéressant. On l'a vu tout à l'heure, hein, juste avant. Je peux remettre ça, hein, parce que 2018, ça apparaît là. Voilà, sur une période longue comme ça, on voit que c'est quand même très intéressant. Et Georges nous dit, quelle durée des ETF de couverture? Les ETF, ils n'ont pas de date d'échéance, hein. Tu achètes l'ETF et tu le conserves jusqu'à ce que tu le revendes. Pas de date d'échéance. Par contre, l'émetteur de l'ETF, lui, il revend, enfin, il a des obligations. Parce que quand tu achètes un ETF, l'ETF possède beaucoup d'obligations, hein. Tu peux d'ailleurs aller voir sur le site de iShares, si tu tapes DTLA pour avoir la composition exacte de l'ETF DTLA à l'instant T. Tu verras qu'il y a beaucoup, beaucoup de lignes obligataires. Et du coup, régulièrement, il y en a qui arrivent à échéance et l'émetteur de l'ETF en rachète immédiatement de nouvelles obligations sur les marchés. Mais toi, tu n'as rien à faire. Donc voilà pour les obligations. On va passer aux actions. Alors, moi, je vais vous montrer un peu grosso comment je fais pour sélectionner mes actions. En fait, moi, je vois mon processus de sélection. C'est comme si je faisais passer toutes les actions des marchés financiers par une série de filtres successifs. Et à la fin de ce processus-là, j'ai quelques actions qui vont ressortir sur lesquelles je vais investir. Par contre, déjà, une des premières clés de la sécurité, vous savez tous, hein, mais je préfère le dire quand même, c'est la diversification. Je ne me contenterai jamais de dire, tiens, j'ai trouvé une action qui répond à tous mes critères que moi je me suis fixé, et je mets 100% là-dessus, puisque on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a toujours une part d'imprévu, donc ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc déjà, au début, j'investis que sur les actions américaines. Donc ça, je ne le compte pas comme un filtre, mais premier critère, c'est ça, les actions américaines. Donc là, on a quand même plusieurs milliers d'actions qui sont disponibles sur les marchés financiers. Premier filtre que je vais faire, c'est que je vais me limiter aux 500 sociétés du S&P 500. Donc depuis tout à l'heure, on parle de ça. Le S&P 500, donc vous connaissez tous, c'est un indice qui est créé par Standard & Poor's. Standard & Poor's, c'est une des 3 plus grosses agences de notation financière au monde. Ce sont les fameuses agences, vous savez, qui mettent les notes aux États, aux entreprises, les fameux AAA, ce genre de choses. Donc Standard & Poor's, ils ont 10 000 salariés dans le monde et ils ont créé cet indice-là dans les années 50, dans lequel ils regroupent 500 très grosses sociétés des États-Unis. Et il faut savoir que la composition de l'indice, bien sûr, elle varie avec le temps. Si vous regardez les 500 sociétés dans les années 60, ou il y a 5 ans, ou il y a 1 an, et maintenant, vous allez voir qu'à chaque fois, vous verrez des différences. Régulièrement, ils font sortir des sociétés qui vont moins bien, ils les remplacent par d'autres qui vont mieux. Donc, moi déjà, je leur fais confiance à ce niveau-là. Je me limite à ce panel-là. Alors, par contre, ça a un inconvénient, je préfère le dire, c'est qu'en fait, en investissant dans la société du S&P 500, vous n'aurez jamais le futur Google ou le futur Facebook. Vous n'aurez jamais une société sur laquelle vous allez investir et dont le cours va se multiplier par 100 ou par 1000 en 5 ans, hein. Ça n'existe pas, puisque les sociétés, quand elles arrivent là, elles sont déjà très grosses, donc leur prix vaut cher, entre guillemets. Mais moi, je ne vise pas du x100 ou x1000. Moi, je vise des rendements beaucoup plus sûrs, parce que le problème des startups, ce genre de choses, c'est qu'effectivement, on peut faire des très gros coups. Par contre, il y a un risque de faillite important. Donc moi, je préfère, en tout cas c'est ma stratégie, gagner moins, mais de façon plus sûre et plus rapide, puisque ces sociétés-là sur lesquelles j'investis, elles ont déjà des business rentables, elles génèrent déjà de l'argent, donc elles se valorisent plus rapidement en général. Alors ensuite, comment savoir gratuitement quelle est la composition actuelle du S&P 500? Alors si vous tapez composition SP500 sur Internet, vous allez trouver plein de sites qui vous donneront des listes, mais je vous conseille de prendre une liste qui est récente, qui est disons à moins d'1 mois, puisque il ne faudrait pas que vous investissiez sur les entreprises qui ne sont plus dans l'indice déjà. Donc vous pouvez utiliser cette source que moi j'utilise, slickcharts.com/sp500. C'est un site qui est intéressant puisqu'ils mettent à jour, vous aurez si vous voulez en permanence la composition qui date de seulement 1 jour. Donc vous avez une composition qui est tout à fait d'actualité et que vous pouvez utiliser. Par exemple, quand j'ai fait cette capture-là, c'était, on voit là, le 9 septembre 2020. Et donc là, il les classe par poids. Déjà, on voit que, bien sûr, chaque action n'a pas le même poids dans l'indice. Si vous voulez, Apple qui fait 6,54%, c'est beaucoup plus que 1/500e de l'indice. Et par contre, si on va tout en bas du classement, vous verrez qu'il y a des sociétés qui représentent très peu. Donc en gros, quand Apple bouge de 1%, eh bien, il a plus d'impact sur l'indice que quand Facebook bouge de 2%.
bouge de 1% également. Donc, on voit que, donc là, c'est seulement les premières, mais on voit déjà là que, bon, là, c'est les GAFAM, vous voyez, qui apparaissent sans surprise, mais on voit que ce sont que des grosses sociétés. Ensuite, vous voyez là qu'il y a, par exemple, au moment où je fais la capture d'écran, il y avait 505 actions dans le S&P 500. Alors pourquoi? Tout simplement, puisqu'il y a des sociétés qui apparaissent sur deux lignes différentes. Par exemple, on a le cas avec les lignes 5 et 6 ici. Donc c'est Alphabet, donc c'est la société Google qui apparaît deux fois avec l'action classe A et l'action classe C, tout simplement, puisqu'il y a une action qui donne un droit de vote et l'autre qui ne donne pas droit de vote. Mais en tout cas, la performance est quasiment similaire sur les deux. On voit là, au moment où cette capture d'écran, le cours de l'une était à 1427 $, l'autre à 1434. Donc là, c'était un peu supérieur pour elle, mais ça peut s'inverser. En tout cas, c'est pas très important cela. Simplement pour vous dire pourquoi, si vous posez la question, pourquoi il y a 505 actions à ce moment-là. Ensuite, un deuxième fil que j'utilise, c'est une stratégie value qui est le ratio B sur M. Alors, le ratio B sur M, il va nous permettre de détecter les sociétés qui sont surestimées et sous-estimées par le marché. Puisque quand vous voyez le cours de bourse à l'instant T d'une action, ben ce cours veut simplement dire que, eh bien, à cet instant, les acheteurs et les vendeurs sur les marchés financiers sont d'accord pour s'échanger l'action à ce prix-là. Mais, si vous voulez, c'est quelque chose d'immatériel et qui est parfois déconnecté de la réalité. Par exemple, on a le cas, on a vu par exemple avec Tesla, ou le tweet d'Elon Musk qui a fait récemment là, sur Signal. Des fois, il suffit qu'un tweet de quelqu'un très médiatisé fasse que tout le monde va s'emballer sur une action et l'acheter, et le cours va monter très haut, alors que la société n'a pas pris de valeur réellement. Mais c'est simplement comme la seule chose qui fait bouger le prix d'une action, c'est l'offre et la demande. Comme à ce moment-là, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le cours va monter, alors qu'il n'y a pas de raison. La société euh, n'a pas pris de valeur réellement. Et on a à l'inverse, on a des sociétés qui, elles, par exemple, des fois, c'est le cas dans l'industrie, ce genre de secteur-là, dont personne ne parle parce que c'est pas quelque chose, c'est pas de la nouvelle technologie, c'est pas des voitures électriques, c'est pas des objets connectés, donc ça intéresse pas vraiment le grand public. Les médias, du coup, n'en parlent pas. Du coup, personne pense à ces sociétés-là. Comme personne n'y pense, eh bien, il n'y a pas de pression acheteuse vraiment. Et du coup, le cours de ces sociétés ne monte pas ou pas autant que ce qu'il devrait. Par contre, la valeur, les sociétés possèdent réellement quelque chose. Elles ont des carnets de commandes qui sont très remplis, elles encaissent réellement de l'argent, elles ont de la trésorerie. Et du coup, là, ça peut être des bonnes affaires. Du coup, concrètement, comment on calcule cela? Il va falloir définir B. B, c'est la book value, donc la valeur nette comptable. C'est ce que la société possède réellement. C'est-à-dire si à l'instant T, elle vendait toutes ses dettes, combien il lui resterait? On va comparer ça avec la market value. Market value, c'est justement le cours de bourse multiplié par le nombre d'actions, et ça nous donne la capitalisation boursière. Et donc là, on voit qu'en divisant B par M, eh bien, on va diviser B, qui est quelque chose de réel, ce qu'elle possède réellement, par M, qui est quelque chose de abstrait, on peut dire, entre guillemets. Et on va donc pouvoir comparer sur un pied d'égalité donc des sociétés qui ont des tailles très différentes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comparer à armes égales, si vous voulez, une société qui vaut 10 millions et une société qui vaut 1 milliard sur les mêmes critères. Et on va voir si elles sont correctement évaluées par le marché. Et donc, ensuite, donc il faut faire, en fait, si vous voulez, le calcul pour toutes les sociétés que vous voulez analyser et vous les classer, par exemple, dans un fichier Excel par ordre croissant ou décroissant. Et les sociétés qui ont un ratio B sur M élevé, on va en déduire que leur prix de l'action est bas par rapport à la valeur réelle de l'entreprise, donc que l'action est sous-évaluée à ce moment. Et donc, on va étudier ces sociétés-là plus en profondeur et on va éventuellement les acheter en pariant sur le fait que dans quelques mois, quelques semaines ou quelques mois, voire quelques années, les marchés vont se rendre compte de cette erreur et vont rétablir la valeur réelle de l'entreprise et on vendra à ce moment-là. Et à contrario, société au ratio B sur M faible, ça veut dire que le prix de l'action est haut à ce moment-là par rapport à la valeur réelle de l'entreprise. Donc, on va surtout pas les acheter parce qu'elles sont surévaluées, voire même dans nos stratégies, c'est pas ce que je fais moi, mais dans nos stratégies long short, par exemple, on pourrait éventuellement vendre ces sociétés-là en pariant sur le fait, encore une fois, que voilà, dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, les marchés vont corriger leur erreur. Donc, le cours de l'action reviendra à un prix plus raisonnable ou normal et on rachètera l'action en clôturant notre position short.
Vous pouvez par exemple trouver sur Yahoo Finance, donc en allant sur cette URL-là, des données comptables qui pourront vous servir pour calculer le ratio B sur M. Donc vous allez dans le petit 1, rechercher une cotation, vous tapez le nom de l'entreprise ou le ticker, ensuite dans l'onglet statistiques, et ensuite vous arrivez sur cette page-là. Vous avez la capitalisation boursière, donc c'est le M de la market value, et valeur de l'entreprise, c'est le B de la book value. Vous divisez B par M et vous avez votre ratio B sur M. Donc voilà des filtres que j'utilise. Donc moi j'ai 9 filtres en tout que j'utilise pour choisir les actions sur lesquelles j'investis. Alors, je crois qu'il y a un message dans le chat. Alors, d'excellentes sociétés avec le ratio B sur M très value rendent d'excellentes sociétés avec B sur M très value restent très durablement sous-évaluées. Comment les déterminer? Alors effectivement, c'est pour ça, effectivement, ce qui est dur à prévoir, voire même très compliqué, c'est de prévoir le timing. C'est-à-dire que c'est dur de savoir quand on va les revendre. C'est pour ça que ça peut aller de quelques semaines à 1 an ou plus. Mais on ne sait pas vraiment à l'avance. Moi-même, quand j'achète des actions, je ne sais pas à l'avance quand je vais les revendre. Ensuite, Vivien nous dit « Je suis étonné de voir du swing trading de quelques semaines, quelques mois sur des boîtes value. Je m'attendais plutôt à voir du swing trading sur des boîtes grosses, genre Apple, Tesla, avec des achats sur des forts momentum. » Oui, oui, bah, c'est deux approches différentes. Deux approches différentes. Ensuite, justement, je peux vous expliquer. Alors là, je n'ai pas le slide, bizarrement. Alors, c'est pas grave, je vais vous expliquer comment, justement, je fais pour décider de faire entrer ou sortir des actions de mon portefeuille. Alors, il y a le système classique, on peut dire, de take profit et stop loss, hein, c'est-à-dire que vous achetez une action, disons $100, et vous dites, voilà, je place mes ordres de sortie, c'est-à-dire que je place mon take profit à $110. Donc, si l'action gagne 10%, je la revends. Par exemple, je place un stop loss à, disons, $95. Donc, si elle perd 5%, je la revends. Donc, moi, je n'utilise pas ça. Moi, j'utilise mon système de notation. Donc, voilà, avec tous mes filtres, pas tous mes critères à moi, je me suis créé une notation, un système de notation qui m'est propre. Et donc, chaque fin de mois, je fais ça une fois par mois. Donc, en gros, la dernière semaine de chaque mois, bah, c'est mon occupation. Donc, chaque fin de mois, eh bien, je vais noter, avec mes propres critères, encore une fois, je vais noter les 500 sociétés du S&P 500 et celle qui a la meilleure note, eh bien, je vais l'acheter au début du mois suivant. Je vais la mettre dans mon portefeuille. Et comme mon capital n'est pas illimité, si je fais entrer cette société-là, il faut que j'en fasse sortir une autre. Eh bien, je vais faire sortir celle qui est dans mon portefeuille et qui a la moins bonne note. Puisque, par la même occasion, en calculant les sociétés du S&P 500, pas les notes des sociétés du S&P 500, j'ai également calculé les notes des sociétés de mon portefeuille, puisqu'elles font partie du S&P 500. C'est pour ça que chaque mois, chaque début de mois, si vous voulez, je fais sortir une société, je la remplace par une autre. Et c'est comme ça que j'essaie d'assainir, en tout cas, au maximum de mois, enfin mois après mois, mon portefeuille, en sortant celles qui vont, selon moi, moins bien aller dans les mois à venir, et la remplacer par celle qui, selon moi, va le mieux aller dans les mois à venir. Voilà comment je fais entrer ou sortir une société du portefeuille. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve intéressant dans ton portefeuille, c'est que tu as peu de lignes finalement. Oui. Et, parce que un des problèmes que pas mal de traders ont, et que j'ai d'ailleurs, c'est d'avoir potentiellement beaucoup de lignes. Parce qu'effectivement, des opportunités, il y en a plein, mais ça ne sert à rien de se jeter sur toutes les opportunités. Il suffit de prendre les quelques meilleures. Et c'est vrai qu'avoir un portefeuille de moins de 10 lignes, bah c'est moins stressant. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que alors je me compare pas du tout à lui. Hein. Je n'ai pas du tout cette prétention-là, bien sûr. Hein, je suis vraiment très humble. Mais Warren Buffett, qui a une fortune incomparable avec ce que j'ai moi, bien sûr,
Eh bien, si vous voulez, si tu veux, Laurent, il n'a qu'une quarantaine de sociétés dans son portefeuille. Donc, ça ne fait pas beaucoup de sociétés par rapport à ces milliards. Donc, moi, à mon échelle qui n'a rien à voir avec lui, bien sûr, à mon échelle aussi, j'ai peu de sociétés par rapport à mon capital. Mais je pense c'est vrai que plus on diversifie, par exemple, moi, dans mon portefeuille, si je me disais, tiens, je prends 200 sociétés parmi celles du S&P 500, bah, je pense que mon portefeuille, il aurait la performance du S&P 500, puisque ce serait les gros, enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, toutes les sociétés ne représentent pas le même poids. Du coup, j'aurais certaines grosses sociétés, certainement, qui représenteraient, et à elles seules, j'aurais beaucoup plus que 50% de l'indice, et du coup, j'aurais la performance du S&P 500. Donc, effectivement, pour avoir une bonne performance, pas meilleure que l'indice, on est obligé de se concentrer que sur quelques sociétés. Et aussi, en tout cas, pourquoi je conseille, quand on va investir sur des marchés, de se spécialiser sur un marché précis, c'est qu'après, on commence à bien connaître ces sociétés. Donc, le S&P 500, il y en a quand même 500, mais c'est que 500, entre guillemets. Alors que sur le marché américain, il y a des milliers de sociétés. Donc, en n'ayant que quelques centaines de sociétés, c'est toujours les mêmes, hein, elles ne changent pas tous les mois. Donc, on a souvent les mêmes sociétés à analyser. Après, on commence à bien les connaître, presque à les ressentir. Maintenant, on va parler un peu des courtiers. Alors, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de courtier parfait, mais selon moi, pour choisir un bon courtier, il y a des critères principaux et secondaires. Donc, les principaux, il faut bien sûr que le courtier propose tous les produits dont vous avez besoin. Ça paraît tout bête, mais moi, je sais que, par exemple, pour ma stratégie, eh bien, j'ai besoin d'avoir toutes les actions du S&P 500 à ma disposition et les ETF qui vont répliquer les obligations d'État à long terme des États-Unis. Et je sais que tous les courtiers ne proposent pas ça. Donc voilà, il faut que le courtier propose tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, il faudra vérifier les frais de courtage que vous payez quand vous passez des ordres. Parce que pareil, souvent les courtiers ont des marchés de prédilection. Par exemple, un courtier français, en général, il aura des frais de courtage faibles sur les marchés français. Par contre, sur les marchés américains, il sera élevé. Donc vérifiez bien que, en fonction du marché sur lequel vous voulez investir, que les frais de courtage seront faibles. Il y a des écarts très importants, on va voir juste après avec une capture d'écran. Ensuite, vérifiez que le courtier est fiable. Donc là, il n'y a pas de méthode parfaite. Mais par exemple, si vous tapez liste noire AMF dans Google, ben, en général, la première requête qui va sortir, c'est une page de l'autorité des marchés financiers sur laquelle il recense tous les courtiers qui ont eu des problèmes ou des plaintes de clients et même tous les sites liés à la finance qui ont eu ce genre de problème. Donc là, vous avez une petite barre de recherche, tapez le nom du courtier chez qui vous envisagez d'ouvrir un compte pour vérifier qu'il n'apparaît pas là. Après, vérifier dans quel pays est régulé le courtier. Donc là, pareil, on ne peut pas faire de généralité, mais en général, les courtiers les moins fiables sont dans les paradis fiscaux. Et si, à contrario, un courtier est régulé en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, par exemple, c'est plutôt bon signe, puisque ce sont des autorités qui sont assez strictes. Ensuite, si vous utilisez de l'effet de levier comme moi, vérifiez bien combien sont facturés les emprunts. Si vous voulez, combien vous allez payer de taux d'intérêt pour pouvoir emprunter de l'argent et utiliser de l'effet de levier. Parce que là aussi, il y a des gros écarts entre les différents courtiers. On va voir ça juste après. Ensuite, il y a des critères qui sont… Alors, les principaux, selon moi, ils sont obligatoires. Mais après, il y a les secondaires qui sont plus du confort. Si le courtier a un support client qui parle que anglais et que vous ne parlez pas anglais, c'est vrai que ça peut être compliqué. Parce qu'il faudra vous faire aider par quelqu'un qui parle anglais. Alors, c'est vrai qu'il faut mieux choisir un courtier qui a un support clientèle qui parle la même langue que vous. Ensuite, si le courtier envoie l'IFU, donc pour votre déclaration d'impôt, c'est pareil, ça peut vous faciliter les choses. Mais s'ils n'envoient pas l'IFU, comme par exemple un courtier comme Interactive Brokers, ce n'est pas très, très grave en soi, puisque vous aurez un relevé d'opération sur lequel vous aurez les informations. Et enfin, la plateforme de trading, donc c'est-à-dire l'interface que vous allez utiliser pour passer vos ordres, eh bien, si elle est simple d'utilisation, ce sera plus pratique, on va dire, en tout cas au début. Parce que même si la plateforme est un peu moins, un peu moins facile d'utilisation, ça sera compliqué que la première fois. Une fois que vous aurez regardé un tutoriel pour savoir comment passer l'ordre, une fois que vous l'avez fait une fois, vous savez le reproduire à l'infini. Du coup, concrètement, des courtiers qui, par exemple, pour une stratégie comme la mienne, en tout cas, qui correspondent parfaitement à ce que je fais moi, sont les courtiers Interactive Brokers et De Giro. Donc moi, je suis chez Interactive Brokers depuis très longtemps. C'est un courtier qui est aux États-Unis. Donc chez Interactive Brokers, vous avez à peu près tous les produits disponibles au monde.
Les frais de courtage, vous allez payer environ 1 $ par ordre. Le support clientèle, ils sont beaucoup améliorés. Ils ont même des conseillers qui parlent français auxquels on a accès facilement. Ils n'envoient pas l'IFU, mais ce n'est pas grave, vous avez un relevé d'opération. DEGIRO, qui est un courtier plus récent, a été créé aux Pays-Bas en 2013. J'ai beaucoup de clients qui sont chez eux, qui sont très contents. Donc, ils n'ont pas tous les produits d'Interactive Brokers, mais par exemple, pour une stratégie comme la mienne, vous avez ce qu'il faut. Il y a même des obligations. Oui, il y a des obligations. Je veux dire, il y a même des options. Il y a beaucoup d'ETF, donc on peut faire des stratégies quand même assez évoluées. Voilà, DEGIRO, c'est bien. Par contre, DEGIRO, il n'accepte pas les comptes de société. C'est-à-dire que chez DEGIRO, vous pouvez investir qu'en tant que particulier. Au contraire d'Interactive Brokers, qui accepte les comptes au nom de société et au nom de particulier. Justement, on parlait des frais de courtage. Cette capture-là, je l'ai faite pour le coup sur le site de DEGIRO. Donc, on peut regarder, par exemple, si vous voulez, on peut se concentrer sur la dernière ligne. Alors, on voit qu'au moment, ils ont fait ça au moment où l'action Amazon valait 1 200 $ l'action. Donc là, elle vaut beaucoup plus cher maintenant. Mais à ce moment-là, si on achetait pour 10 000 € d'action Amazon, eh bien, on aurait payé 53 centimes pour passer un ordre chez DEGIRO. Pour info, chez Interactive Brokers, on aurait payé environ 1 $. C'est plus ou moins pareil, parce que 53 centimes ou 1 $, c'est vraiment négligeable. Mais on voit que, par exemple, Bourse Direct, on cite souvent Bourse Direct. Bourse Direct, c'est vrai que c'est 99 centimes par ordre pour les ordres sur Euronext. Donc, si vous investissez en Europe. Mais si vous investissez aux États-Unis avec Bourse Direct, c'est 8,50 €. Donc, on voit que les courtiers, ils ont souvent une place de prédilection. Donc, Bourse Direct, c'est adapté au marché européen. Pareil pour Bing, Fortuneo, Boursorama. Ils sont très chers sur les marchés américains. Alors, les banques. Ouais. Bourse Direct, c'est 99 centimes jusqu'à 500 €. Ah, jusqu'à 500 €. Ah ouais, après, ça, ouais, non, c'est jusqu'à 500 €. Ah, Donc, vois, en pourcentage, c'est pas très intéressant. Voilà. Ah oui. Et après, c'est un pourcentage, c'est ça après... Non, après, ça monte à 2,50, etc. Et à partir de 4 000 €, là, on commence à être à 0,14%. Donc là, ça commence à être plus intéressant, mais DEGIRO reste loin devant, quoi. Ah, tu vois, je ne savais même pas que c'était limité à 500 € les 99 centimes. Oui. Alors, sachant bien sûr que ça, on paye quand on achète et quand on revend. Oui. Donc, alors les banques physiques, ils ont mis la BNP, mais plus pour le folklore. Les banques physiques, bien sûr, là, c'est vraiment à éviter. On voit qu'avec des frais comme ça, on aurait payé 73 € à l'achat, 73 € à la vente. Donc, on voit qu'il faut vraiment des gros montants juste pour compenser les frais de comptage. Ensuite, donc là, c'est les frais que vous allez payer si vous utilisez l'effet de levier. Donc, par exemple, chez DEGIRO, vous avez ce qu'ils appellent le système d'allocation qui vous permettra de payer en ce moment 1,25% par an. Donc, c'est vraiment peu. Interactive Brokers, c'est 1,5% par an jusqu'à 100 000 $. Et ensuite, tout ce que vous empruntez au-dessus de 100 000 $, c'est seulement 1% par an. Donc, finalement, ça revient au même que DEGIRO, plus ou moins. Après, on a des courtiers comme eToro, moi, que je déconseille en tout cas. eToro, alors vous verrez d'ailleurs que chez eToro, pour trouver cette information-là, il faut vraiment chercher longuement sur leur site. Et c'est 6,4% par an. Voilà pour les courtiers. On va finir sur une dernière partie, donc les intérêts composés. Alors moi, j'aime bien finir par ça parce que ça montre que, voilà, comme je disais tout à l'heure, tout le monde peut aller loin. Il suffit de se lancer. Donc là, on a mis Warren Buffett, notre ami Warren Buffett, dont on a parlé tout à l'heure. Alors pourquoi on parle de Warren Buffett? Parce que c'est un des hommes les plus riches de la planète et surtout, il a fait sa fortune en investissant en bourse. Donc on voit qu'il était millionnaire, il est devenu millionnaire à 30 ans, qui est déjà une très belle somme à 30 ans, mais qui est déjà une très belle somme tout court, déjà 1 million. Mais j'aime pas ce terme-là, mais c'est presque ridicule comparé aux 87 milliards qu'il avait, 87 milliards qu'il avait à 87 ans. Alors, on va voir comment il a fait ça. Et surtout, déjà, on peut noter que la courbe de sa fortune est exponentielle. Et ça, c'est lié simplement au phénomène des intérêts composés, donc qui sont de réinvestir ses bénéfices année après année. Imaginons que vous commencez avec 10 000 €, vous gagnez 20% la première année. Ça fait qu'à la fin de la première année, vous vous retrouvez avec 12 000 €, donc vous avez gagné 2 000 €. Si au début de l'année suivante, vous réinvestissez vos 2 000 €, vous commencez avec 12 000. Et là, si vous faites encore 20%, vous allez gagner 2 400. Donc, on voit déjà que sur 2 années, la deuxième année, vous gagnez 2 400, alors que la première année, vous allez gagner 2 000.
Pas parce que vous avez été meilleur, vous avez fait également exactement la même performance, mais simplement parce que vous avez réinvesti vos bénéfices. Alors, sur 2 ans, ça ne paraît pas beaucoup, hein, mais on va voir ce que ça peut donner sur des périodes plus longues. Là, j'ai utilisé une calculatrice d'intérêt composé, que vous pouvez trouver sur Internet facilement et gratuitement. On voit que, par exemple, alors j'ai fait plusieurs stratégies, j'en ai fait 2, je vais vous montrer les 2. Donc, dans la première, j'ai mis 5 000 $ sur une stratégie, et ensuite, j'ai rajouté 1 000 $ par an. Voilà, c'est des montants plus modestes que Warren Buffett, mais on va dire accessibles à plus de personnes, sur une stratégie qui rapporte en moyenne 20% par an, et j'ai fait ça pendant 20 ans. Et bien, à la fin des 20 ans, on se retrouve avec un capital total de plus de 378 000 $, dont 353 000 qui viennent des intérêts. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, j'ai investi seulement, entre guillemets, 25 000 de ma poche, et j'ai gagné 353 000 grâce aux intérêts. Et on voit d'ailleurs le graphique du dessous est très parlant. Donc la bande bleu clair, c'est ce que j'ai mis réellement de ma poche en cet exemple. Et la partie bleu foncé, c'est les intérêts générés par la stratégie. Et donc on voit que effectivement, c'est tout à fait normal et logique. Au tout début, la bande bleu clair représente tout ou une grande partie du portefeuille total. Mais plus le temps passe, dès qu'on arrive vers la 7, 9, 12e année, et plus la bande claire devient faible par rapport à la bande bleu foncé. Et on voit qu'au bout de 20 ans, eh bien, si vous voulez, ce qu'on a mis de notre poche est presque ridicule comparé à ce qu'on a au total. Et on voit que ce qui a compté, par exemple, dans cet exemple-là, ce n'est pas du tout le capital qu'on a mis au début, mais c'est le temps qu'on a passé sur les marchés. C'est ça qui nous a rapporté beaucoup. Ensuite, une deuxième stratégie. Donc là, j'ai modifié tous les paramètres. Donc là, j'ai mis, par exemple, dans cet exemple 10 000 $ au début, et j'ai rajouté une fois par an 3 000 $, ce qui fait 250 $ par mois, sur un rendement de 10% par an, et sur une durée de 30 ans. Donc là, je modifie vraiment tous les paramètres. Et là, on voit pareil qu'au bout des 30 ans, on a 667 000 $, dont 567 000 qui viennent des intérêts. C'est-à-dire que là, sur les 30 ans, on a mis seulement, entre guillemets, seulement 100 000 dans notre poche, et on a gagné 567 000 d'intérêts. Et on voit pareil, hein, comme tout à l'heure, sans surprise, qu'au tout début, normalement, c'est tout à fait logique, la bande bleu clair représente tout notre capital ou une grande partie. Et dès qu'on arrive vers la 15e année, ça représente une part minime et voire très faible au bout de la 30e année. Donc on peut conclure ça par le temps a plus de valeur que le capital. Et voilà. C'est bien, c'est encourageant, parce que ça montre que tout le monde finalement peut aller loin, peut se constituer vraiment un réel capital, un réel portefeuille. Voilà, il faut simplement trouver une stratégie, une approche qui nous convient et se lancer, et surtout durer dans le temps, parce que le temps est votre allié finalement. Le temps va jouer en votre faveur. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vois qu'on a des questions. Alors, je regarde. Alors, Georges nous dit, si tu as 10 sociétés à sortir car note inférieure à tes calculs, que fais-tu? Alors, effectivement, si j'avais toutes les sociétés à sortir, donc c'est jamais arrivé, mais si j'avais toutes les sociétés qui c'est peu probable, mais qui, d'un mois à l'autre, se retrouveraient toutes avec une très mauvaise note, effectivement, je sortirais toutes les sociétés à ce moment-là et je les remplacerais par les 10 qui ont la meilleure note dans le S&P 500. Mais c'est jamais arrivé, honnêtement, mais en tout cas, c'est ce que je ferais. Alors, De Giro nous dit... Georges nous dit également, De Giro prend-il le PEA? Donc, Miguel a répondu non, pas de PEA chez De Giro. Vive la Belgique. Miguel, oui, c'est un membre du club Quanti Trading. Effectivement. D'ailleurs, on peut parler, si tu veux, un peu du club Quanti Trading. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu, quelques minutes, si vous voulez bien, du club d'investisseurs. Je vois qu'il y a un membre qui est dans le chat, et Laurent aussi fait partie du... J'ai créé un club d'investisseurs au sein duquel je partage et bien tout simplement chaque mois la composition complète de mon portefeuille. Donc c'est le portefeuille, hein, c'est la stratégie dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et je vais vous montrer comment vous pouvez recevoir, si vous voulez, vous aussi chaque mois, ce portefeuille-là, tout simplement. Alors, nouveau partage. Tac. Voilà. Alors, je vais même vous mettre le lien
le lien dans le chat. Je vais le donner, le lien. Tu l'as, le lien? Oui, je l'ai. Ok. Donc, voilà, donc j'ai créé le club Quanti Trading, qui est un club d'investisseurs, tout simplement afin de pouvoir partager chaque mois la composition complète de mon portefeuille. Donc, c'est le portefeuille dont on parle, hein, bien sûr, depuis tout à l'heure. Donc, dans le club, on est presque 677 membres. Enfin, là, on est 681 exactement, je n'ai pas mis à jour ça. 681 actuellement. Donc, en rejoignant le club Quanti Trading, eh bien, ça va vous permettre de recevoir chaque mois la composition complète de mon portefeuille boursier. Le portefeuille, il est modifié qu'une fois par mois à une date connue à l'avance. Donc, la date, je vais vous la donner, c'est le premier jour de bourse de chaque mois. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Chaque début de mois, je fais sortir des actions, en général une, et je remplace par une nouvelle. Donc, simplement, une fois par mois, je passe des nouveaux ordres. Donc, dans le portefeuille, vous avez des actions américaines, donc des actions du S&P 500 et des obligations d'État à long terme. Les frais de courtage sont faibles, hein, parce que des fois, ça aussi, c'est important à prendre en compte quand vous créez votre stratégie. C'est vrai, il y a des stratégies, des fois, sur le papier qui marchent bien, qui sont intéressantes, avec plein d'allers-retours. On a vu en théorie, voilà, ça va bien. Mais après, il faut le mettre en relation avec la pratique. Et dans la pratique, ben, il faut voir concrètement comment vous allez faire pour l'appliquer. Vous allez devoir passer par un courtier en ligne. Donc, prenez en compte, si vous testez une stratégie sur le passé, prenez également en compte les frais de courtage. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai fait en sorte d'avoir peu d'ordres. Donc, il y a seulement 2 ordres par mois. Donc, c'est vraiment des frais très faibles. On paye des frais faibles au courtier. Ensuite, une fois par mois, on fait une conférence en ligne. Donc, la prochaine, d'ailleurs, c'est jeudi prochain. Une conférence en ligne. Donc, c'est un peu comme ce soir, mais donc, tout simplement avec les membres du club, pendant laquelle je fais le point ligne par ligne point par point sur chaque ligne du portefeuille. On regarde aussi la performance globale du portefeuille depuis le début du mois, le début de l'année. On compare ça avec les marchés. On fait également une session de questions-réponses. Alors, ce qui est bien, c'est que les membres, bien sûr, tout le monde ne peut pas être présent lors du direct. Donc, les membres peuvent m'envoyer leurs questions. Donc là, ça fait par exemple quelques jours qu'ils m'envoient leurs questions à l'avance. Moi, je vais y répondre lors du direct. Comme ça, tout le monde peut en profiter, parce que ça intéresse tout le monde en général. Et ensuite, tout le monde a accès au replay. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas présent aura quand même réponse à ces questions. On a également un groupe privé sur Facebook qui permet aux membres d'échanger entre eux. Donc, le groupe privé, ce n'est pas obligatoire de le rejoindre. C'est simplement un plus. En gros, le club Quanti Trading, le vrai contenu, c'est le portefeuille que j'envoie chaque mois et la conférence en ligne qu'on fait tous les mois. Mais après, le groupe, c'est un plus. Là, on va dire en gros, les 2 tiers des membres sont dans le club, hein. Simplement, ils peuvent se poser des questions, parler de leurs autres investissements, ou des fois, ils se posent des questions, par exemple, au moment d'ouvrir leur compte chez De Giro Interactive Brokers. Ils s'entraident sur quelques questions techniques à ce niveau-là. Après, moi, je suis aussi disponible par mail, hein, bien sûr, pour les membres. J'essaie de répondre au plus vite. Donc là, on a mis les performances de notre portefeuille donc depuis 2006. Donc, c'est la colonne portefeuille Quanti Trading, hein, sans surprise. Donc, on voit qu'il y a une année négative, hein, c'était l'année 2008. Et en moyenne, on est à 26% par an. Alors, pour être honnête, les 26% sont dus au fait qu'en 2020, ça a été une année exceptionnelle. C'était la meilleure année d'ailleurs de notre portefeuille, qui a fait 71%, parce qu'on a fait des choix, dont par exemple l'action Nvidia. Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais en 2020, l'action Nvidia a doublé de valeur. Donc, on avait Nvidia qu'on a renforcé 3 fois d'ailleurs dans le portefeuille, donc qui a fait une grosse performance. Mais pour être honnête, si on enlève l'année 2020, on tourne à 22% par an en moyenne. Donc voilà, je préfère être honnête avec vous. Bon, ce qui est pas mal, hein. Ce qui est pas mal aussi. 22%. Oui, j'en suis assez content. Mais voilà, je préfère être franc que l'année 2020, c'est plus une année bonus, quoi. C'est pas. Voilà. Ça dit 2021, je pense que ça risque d'être une belle année aussi. Et je pense qu'on va avoir. Parce que j'avais fait une interview avec quelqu'un il y a quelques jours, il me demandait sur quoi j'avais investi en 2020 et comment je voyais 2021. C'est vrai qu'en 2020, on a beaucoup investi sur les valeurs technologiques comme Nvidia, par exemple. Et moi, je pense effectivement que 2021, a priori, ça va être un peu les mêmes secteurs d'activité, puisque voilà, tout ce qui se passe, la crise sanitaire, les gens qui sont en télétravail, je pense que la situation va être la même pendant un bon moment. Il y en a une qui est dans ton portefeuille. Je pense que tu as des chances de la conserver encore un petit peu. Oui, je pense aussi. Ensuite, on a mis la colonne S&P 500 pour se comparer avec le marché, qui avait fait 9% en moyenne, ce qui est bien aussi, sur cette période-là. Et ensuite, la colonne écart qui compare tout simplement le portefeuille et l'indice. Donc,
Laurent vous mettra le lien si vous voulez regarder après plus en détail. Ensuite, on a mis un graphique là, qui représente sur l'année 2020, là, juste sur l'année de 2020, la courbe donc, de notre portefeuille, quantité trading en vert, la courbe du S&P 500 en bleu et le CAC 40 en rouge. Alors, on a mis ça, j'aime bien, c'est assez visuel. Et on voit vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le rôle d'amortisseur des actions qui, pour autant, sont intéressantes quand les marchés sont haussiers. Puisque, alors, je vois qu'il y a des messages dans le chat, je répondrai bien sûr juste après. On voit par exemple en février-mars, quand les indices donc bleu et rouge s'effondrent, notre portefeuille, lui, a baissé, bien sûr. Hein. Donc là, finalement, il a fini tous les mois en positif, mais il a quand même perdu de la valeur en février-mars, en toute logique. Mais on voit que ce sont les obligations qui nous ont beaucoup soutenus, qui ont évité qu'on ait la même chute. Et pour autant, quand les marchés sont repartis à la hausse, là, on voit, donc mars, avril, mai, juin, juillet, eh bien, notre portefeuille est lui reparti à la hausse. Pourtant, on avait toujours les obligations. Donc, on voit que ça nous protège beaucoup quand ça baisse, quand les marchés baissent, mais ça ne nous freine pas trop quand les marchés montent. Et finalement, sans surprise, on voit que les trois courbes d'ailleurs, hein, CAC 40, S&P 500 ou notre portefeuille, les trois courbes, elles sont parallèles, hein, avec des amplitudes différentes, mais on voit que vraiment, voilà, quand l'une baisse, les deux autres baissent. Là, en octobre, novembre, on a vu que ça fait la même chose. Hein. Voilà. Là, on a mis des exemples hein, de trades qu'on a fait l'année dernière, donc des actions qu'on n'a plus dans le portefeuille, mais simplement pour montrer, voilà, si vous voulez avoir des exemples d'actions qu'on a mises. Alors, par exemple, pourquoi moi je préfère choisir dans le panel S&P 500? Des fois, on me dit, tiens, il faudrait mieux. Pourquoi, par exemple, tu n'investis pas que dans les actions du Nasdaq? Puisque les actions du Nasdaq sont que des valeurs technologiques. Alors, effectivement, là, en 2020, on avait beaucoup de valeurs technologiques dans notre portefeuille, mais c'est parce que, voilà, comme tu l'as dit, Laurent, juste avant, c'était lié un peu aux conditions. Voilà, conditions sanitaires, les conditions mondiales qui font que c'était les valeurs voilà, qui me semblaient les plus intéressantes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Par exemple, là, il y a un an, on avait du Starbucks, on avait du Eli Lilly Co. Donc, on voit que les secteurs varient en fonction des époques. Sachant que de toute façon, il y a des actions du S&P qui sont dans le Nasdaq. Et d'ailleurs, il y en a dans ton portefeuille. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que le Nasdaq, le S&P 500, pardon, je trouve ça intéressant puisque on peut avoir des valeurs technologiques qui sont profitables comme en 2020, mais on ne se prive pas d'autres secteurs hein, comme la restauration, la grande distribution, les compagnies aériennes. Il y a plus de... alors maintenant, ça va faire presque 2 ans, j'avais l'action Boeing, par exemple, dans mon portefeuille. Donc voilà, ça varie bien sûr en fonction des époques. Ensuite, là, vous pourrez regarder si vous voulez. On a mis des témoignages. Il y a un certain nombre qui ont fait des témoignages vidéo. Donc, c'est rapide à chaque fois, c'est 2-3 minutes. Et c'est bien parce que j'aime bien parce qu'en fait, ils expliquent chacun les raisons qui les ont poussés à rejoindre le club. Et on voit qu'ils ont tous des raisons différentes, par exemple. Philippe, il avait rejoint juste avant le début de la crise. Et on voit qu'il était content parce qu'il avait quand même gagné 19% au moment où il a fait cette vidéo là pendant la crise du coronavirus. Là, on a Florent, lui, c'est un médecin, d'ailleurs, qui était très occupé pendant la crise du coronavirus, forcément par son métier. Lui, ce qui lui plaît, c'est de ne pas passer beaucoup de temps. Benoît, lui, ce qui lui plaît, c'est le groupe Facebook. Il aime bien pouvoir échanger avec les autres membres. Borgan, il habite en Indonésie. Du coup, ce qui lui plaît, lui, dans la bourse en général, même sans parler de notre club, mais dans la bourse en général, c'est que lui, il a de l'argent à investir. Mais comme il est loin, il ne se voit pas investir dans l'immobilier parce qu'il ne veut pas déléguer, il préfère surveiller ce que font ses investissements. Là, il aime bien la bourse puisque depuis l'Indonésie, il a son ordinateur, sa connexion Internet, il fait tout lui-même. Donc voilà, vous pourrez regarder Christian Maud également et Ibrahim André qui nous a fait un témoignage il y a quelques jours. Ensuite, concrètement, si vous voulez rejoindre le club, hop, étape suivante. Donc là, vous avez à nouveau les performances. Et puis là, vous avez plusieurs choix. Vous pourrez choisir la formule qui vous convient. Donc, vous avez soit 1 an d'accès ou 3 ans d'accès, dont 12 mois offerts. Donc, en gros, prenez par exemple 1 an que vous pouvez payer en 1 fois, 2 fois ou 8 fois, ou 3 ans, vous pouvez payer également en 1 fois, 2 fois ou 8 fois. Mais quand vous prenez 3 ans, en fait, vous payez 3 ans pour le prix vous avez 1 an. Un an offert. Et je vais offrir un bonus également ce soir. Donc, si vous passez par le lien de Laurent, donc Laurent, je crois que tu as mis le... Oui, j'ai mis, je peux le remettre. D'accord. Voilà. Okay. Donc, si vous passez par le lien de Laurent, je vais vous offrir un cadeau en plus, si vous voulez bien.
Parce que là, vous avez compris qu'avec le Club Quanti Trading, bah, je vous envoie chaque mois l'analyse des marchés financiers. Hein. Donc, c'est l'analyse que je fais moi-même pour mon propre portefeuille avant tout. Avant de l'avoir créé pour les autres, je le fais pour moi et je le partage. Mais finalement, vous êtes un peu, on va dire, je vous mâche le travail, mais vous êtes dépendant de moi. Mais peut-être que, surtout ce soir, là, comme je sais que c'est des investisseurs avertis, peut-être que parmi vous, il y en a qui voudraient être indépendants sur une stratégie. Eh bien, il se trouve que j'ai également une formation que j'enseigne qui s'appelle Swing Trader Indépendant. La formation, elle porte bien son nom puisqu'elle vous permet d'être indépendant. Et cette formation, donc c'est une formation en ligne hein, qui dure 3 mois. La prochaine session débute je ne dis pas de bêtises, le 8 février donc 2021, donc dans quelques semaines. Donc cette formation, elle dure 3 mois, elle est en ligne. Je la vends normalement 997 €. Mais si vous passez par le lien de Laurent, eh bien, je vais vous l'offrir. Et donc, comment ça se passe? C'est une formation en ligne. Hein. Chaque semaine, vous aurez un identifiant, un mot de passe qui vous permettra d'accéder à un espace privé dans lequel vous allez avoir des nouvelles vidéos qui vont apparaître chaque semaine pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois, je vais vous enseigner une stratégie d'investissement sur les actions américaines. Alors, ce n'est pas la même stratégie que le Club Quanti Trading. Hein. C'est une autre stratégie, mais qui est tout aussi intéressante. Elle a eu des performances similaires ces dernières années, en moyenne 20% par an. C'est une stratégie long short. Alors, vous savez certainement ce que c'est, mais juste si certains ne savent pas, je précise. C'est une stratégie qui est également couverte contre le risque de marché, mais pas grâce aux obligations, grâce au principe du long short. C'est-à-dire que avec cette stratégie, vous allez apprendre des critères qui vous permettent de sélectionner les actions. Et donc, la moitié de votre capital, vous allez l'investir, vous allez parier à la hausse sur des actions. Et l'autre moitié du capital va vous permettre d'investir sur des actions sur lesquelles vous allez être short. C'est-à-dire que vous allez détecter des actions qui ont des probabilités de baisser dans les prochaines semaines, prochains mois. Et donc, vous serez ainsi investi équitablement à la hausse et à la baisse. Et donc, si il y a une nouvelle crise qui se passe, comme on a eu par exemple en 2020 ou précédemment, eh bien, les marchés vont baisser. Globalement, les marchés vont baisser. Donc, les actions sur lesquelles vous êtes longue, donc vous variez à la hausse, vont baisser. Mais les actions sur lesquelles vous êtes short, elles, déjà, elles étaient censées aller moins bien. C'est pour ça qu'on était short dessus. Et si en plus il y a une crise, elles vont pas. Le principe de la long short, c'est qu'elles vont vraiment s'écrouler. Et donc, vous allez gagner beaucoup d'argent là-dessus et ça compensera l'autre partie. Donc, c'est ça le principe long short. Donc, cette stratégie, elle est couverte contre le risque de marché par ce principe-là. Donc, voilà, la stratégie, voilà, cette formation-là, elle dure 3 mois, elle est en ligne. Et bien sûr, vous avez accès à vie à cette stratégie-là. Hein. Vous pourrez même télécharger les vidéos, les stocker sur votre ordinateur où vous voulez. Voilà, vous aurez accès à vie. Donc, elle vaut 997 €. Mais si vous passez par le lien de Laurent, eh ben, je vous l'offre et vous rejoindrez les autres participants qui débuteront donc le 8 février 2021. Donc, voilà. Je vais regarder s'il y a quelques questions. Alors, si vous avez des questions, que ce soit du sujet de ce qu'on a dit ce soir ou même du club ou de la formation, n'hésitez pas. Sur la performance du portefeuille, savoir si c'est le portefeuille couvert ou non couvert. Oui, donc c'est le portefeuille qui est investi en levier 2 avec moitié sur les actions et moitié sur les obligations. C'est ça, couvert, tout à fait, c'est le portefeuille couvert. Donc, ce n'est pas que les actions, hein, c'est les actions plus les obligations. Donc, ouais, 71%, c'est quand même impressionnant. Oui, oui. Alors, c'est pour ça que je précise bien que c'est exceptionnel. Hein. Faut pas... Tu garantis pas 71% tous les ans. Non, non. Non, non, non. On a Miguel, ouais, je vois Miguel. Salut Miguel, qui est présent ce soir et qui est également membre du club depuis, voilà. Qui est depuis quelques jours. Alors, on a Vivien qui nous disait « Si je ne dis pas de bêtises, les actions du S&P ne sont pas autorisées dans les PEA, sauf via un ETF, donc ce n'est pas compatible avec le PEA, il faut un co-titre. » Effectivement, ouais. Pour ma stratégie n'est pas applicable dans le cadre d'un PEA. Il faudra effectivement un compte titre. Donc, moi, je te conseillerais, si tu n'as pas de compte titre, DEGIRO est très bien pour une stratégie comme la mienne. J'ai un compte DEGIRO. Ouais. Je disais ça justement parce que plus haut, je crois que c'est Miguel ou quelqu'un d'autre qui disait justement que DEGIRO ne proposait pas de PEA. Non, pas encore. C'est pas grave. Quoi. Pas encore. C'est dans leur projet. Ils n'en proposent pas encore. Mais de toute façon, même si tu avais un PEA chez DEGIRO, tu n'aurais pas pu. Ouais. Par contre, dans le PEA, tu as des ETF, ce qu'on appelle les ETF synthétiques, les ETF S&P 500 synthétiques,
qui sont éligibles au PEA. C'est-à-dire qu'en fait, l'émetteur de l'ETF ne va pas acheter directement les actions du S&P 500, mais il va avoir un contrat avec un autre intermédiaire financier qui va faire que cet ETF-là va répliquer la performance du S&P 500. Par contre, tu n'auras pas les actions directement. C'est-à-dire que tu auras la performance du S&P. Et en plus, dans le PEA, tu n'as pas d'accès à l'effet de levier non plus. Et en même temps, c'est toujours plus intéressant de faire 20%, même si on est taxé à 30%, que de faire 9%. Ouais, effectivement. Donc, le PEA, c'est bien, mais avoir 2 fois plus de performances, c'est mieux. Oui, c'est vrai. Oui, ce qui compte, mais tu as raison. C'est ce que je dis souvent, c'est que c'est vrai que mais je comprends, en tant que moi aussi je suis français. Hein. En tant que Français, on pense aux impôts tout de suite parce que voilà, en France, c'est vraiment lourd la fiscalité. Du coup, on se focalise là-dessus. Mais c'est vrai que ce qui compte, comme tu as dit justement, Laurent, c'est combien il nous reste au final. Si tu payes 30%, mais qu'il te reste plus en euros concrètement, ce qui compte, c'est combien tu vas gagner en euros après impôt. Même si tu payes 30%, mais qu'il te reste plus en euros qu'une autre stratégie où tu aurais payé moins en pourcentage, mais tu aurais moins d'impôts. Ouais. Intéressant. J'ai pour objectif de payer 1 million d'euros d'impôts et une fois que j'aurai atteint cet objectif, je dirais maintenant comment je fais pour réduire ces impôts. Mais le premier, c'est de payer plein d'impôts. Oui, tout à fait. Parce que c'est plutôt un bon problème quand tes impôts augmentent chaque année. Oui. Et après, effectivement, alors ça, c'est vrai que maintenant, moi aussi, je me suis renseigné dessus depuis quelques temps. En France, mais après, c'est vrai que en France, par contre, c'est intéressant que quand tu as des gros montants. En France, il y a certains disent que c'est presque un paradis fiscal. En France, il y a moyen vraiment de réduire beaucoup ces impôts à partir d'un certain montant. Ouais. Bah, tu m'intéresses. Bah après, tu peux. Alors après, c'est vrai que moi, c'est pas ma spécialité. Hein. Moi, je passe par des gens, mais tu peux passer par un avocat fiscaliste qui pourra te faire des montages. Mais en France, les montages sont assez chers. Hein. Il faut que tu fasses au moins 500 000 euros de chiffre d'affaires par an, pas de bénéfices par an pour que ça puisse être intéressant. Et j'indique aussi, c'est vrai que je n'ai pas précisé, j'indique bien sûr le pourcentage de capital que j'attribue à chaque ordre, puisque après, dans mes critères, j'ai aussi des critères qui me disent, tiens, il faudra plus investir sur celle-ci que celle-ci. Donc, j'indique également le pourcentage de capital. Donc, je parle en pourcentage, puisque comme tout le monde a des capitaux différents, en parlant en pourcentage, chacun, en faisant une règle de 3, peut adapter ça à son... Et tes autres filtres, c'est uniquement des filtres value aussi, type calcul C'est des données comptables aussi. C'est de l'analyse fondamentale. D'accord. Et d'ailleurs, alors c'est pas la même stratégie, mais dans la formation swing trader indépendant là, que j'offre, si vous rejoignez le club, c'est pareil. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. C'est pareil, hein, c'est pas d'analyse technique, c'est aussi de l'analyse fondamentale. Et donc là, vous verrez aussi, c'est aussi des données comptables que vous allez utiliser. Et vous aurez même accès, je vous montrerai des screeners après que vous pouvez utiliser. C'est vrai que faire tout ça à la main, c'est fastidieux, hein, ce serait très long. Bien sûr, après on utilise des outils. Mais je trouve que c'est bien, par exemple, dans la stratégie, dans la formation swing trader indépendant, je pourrais vous donner directement les screeners, donc vous aurez accès à la fin. Mais je trouve que c'est bien d'expliquer la théorie, de comprendre chacun des filtres, parce que des fois, un screener, on peut dire des fois, il peut se tromper, après, il y a des incohérences qu'on ne verra pas. Mais même sans ça, je trouve que c'est bien de comprendre. Et puis, le screener peut disparaître aussi. Donc, Oui, tout à fait. Est-ce que tu prends en compte des consensus? Non, ça c'est une donnée que je ne prends pas en compte. Ouais. Je ne prends pas en compte, par exemple, si tu veux parler de ça, de l'analyser les annonces de résultats. Ça, c'est le genre de choses que je ne prends pas en compte. Ça, c'est pas pris en compte. Ni dans ma stratégie du club quanti trading, ni dans la stratégie de la formation swing trader indépendant. Ça, ce ne sont pas des données que je prends en compte. Et est-ce qu'il y a quand même des petites gouttes de technique de chartisme dans ta notation? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est vrai qu'il y a des gens... Alors, il y a des gens qui sont... Alors moi, je pense que toutes les approches marchent. Hein. Après, il faut choisir quelque chose qui nous correspond. Il y a des gens qui font que de l'analyse fondamentale comme moi, ou d'autres qui font que de l'analyse technique. Et il y en a d'autres qui font, et je pense que c'est peut-être je devrais faire ça, mais parce que je ne le fais pas, qui combinent les deux. Et je trouve que c'est pas mal aussi. Ils font de l'analyse fondamentale. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je fais, mais je sais qu'il y en a qui font ça. Ils font de l'analyse fondamentale et ils affinent leur point d'entrée
ou leur point de sortie sur les graphiques. Il y en a qui font ça, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, c'est pas ce que je fais pour répondre à ta question. Je fais de l'analyse fondamentale pure. Moi, c'est vraiment pour ça que j'ai pris ta formation. C'est vraiment pour avoir l'ensemble des deux. Parce qu'effectivement, en termes d'analyse technique, je suis bien équipé. Mais c'est vrai qu'en termes d'analyse fondamentale, voilà, c'est un métier, quoi. Ah oui, c'est ça, les deux approches. Et moi, pareil, en analyse technique, si je devais regarder que les graphiques, je ne saurais pas vraiment me débrouiller, tu vois. Parce que, comme tu dis, c'est deux approches différentes et Ouais. chacune demande beaucoup, beaucoup de temps. Et voilà. Après, c'est vrai que faire les deux en même temps, ça peut être bien aussi. Mais par exemple, si, très bonne question, si par exemple, disons 10 mois de suite ou 12 mois de suite, le screener me dit d'acheter la même action, ben, je ne vais pas le faire 10 mois de suite parce que même si à chaque fois, tous les mois, le screener me dit c'est la meilleure action, c'est la meilleure action, c'est la meilleure action, en faisant ça, j'aurai théoriquement la meilleure action. Par contre, je vais arriver dans un autre risque qui est la concentration du risque. Et là, je vais. Et donc, non, effectivement, pareil, j'ai dans mes critères, j'ai des butées qui vont me dire au-delà d'un tel pourcentage, même si mon screener me dit de la racheter, je ne l'achète plus parce qu'après, je concentre trop le risque et après, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Si vous avez d'autres, si d'autres, toi, Georges ou d'autres, avez des questions, n'hésitez pas. Enfin, moi, j'avoue que je suis surpris, mais dans un sens positif, enfin épaté, disons. Parce que, comment dire, on fait souvent l'opposition entre les stratégies plutôt value et les stratégies plutôt growth. Donc dans value, on a, bon, je simplifie vraiment parce que je ne suis pas très précis là-dedans, pas très connaissant. Donc value, ça va être très fondamental, comptable, etc. Tu disais tout ce qui est grosse, plutôt analyse technique, trend following, finance comportementale qui est très, très à la mode en ce moment. Et du coup, on voit que souvent, tout ce qui est value, c'est vraiment très long terme. On te parle de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, c'est la première fois que je vois des stratégies value plutôt court terme. On parle de semaines, de mois. Et donc, Oui. bah, je suis vachement surpris parce que souvent, on dit, bah, voilà, les stratégies value, on investit dans des sociétés sous-évaluées d'un point de vue capitalisation boursière. Et donc, en gros, les gens vont s'en rendre compte au bout d'un moment, mais ça prendra des années. Mais bon, ils vont s'en rendre compte et donc ça va monter à ce moment-là. Et donc, bah, là c'est vraiment court, en fait. Ouais, c'est cool. Et bah, écoute, je comprends pas trop. Je comprends Mais pas en trop fait, pourquoi. ouais, je comprends ce que tu dis. Mais moi, je ne vise pas des grosses plus-values. Regarde, je vais te revenir sur la page précédente. Donc là, j'ai mis deux exemples. Alors, bien sûr, hein, c'est une page de vente. Alors, bien sûr, j'ai mis que deux exemples d'opérations gagnantes. Et je suis franc avec vous, 100% des opérations ne sont pas gagnantes. Hein. Voilà, bah, vous en doutiez certainement. Oui. Mais même ces opérations-là, j'ai quand même mis, par exemple, je n'ai pas mis Nvidia. Nvidia qui a doublé de valeur en 2020, je ne le mettrai pas sur cette page-là parce que Nvidia, ce n'est pas représentatif des opérations que je fais. C'est vraiment exceptionnel dans le sens littéral du terme. Hein. C'est vraiment l'exception. Ça ne m'est jamais arrivé d'ailleurs de faire quelque chose. C'est pour ça que j'ai jamais eu cette performance-là. Mais voilà, c'est plutôt ça pour répondre à ta question, Vivien. Effectivement, moi, je ne les garde pas des années. Par contre, je ne vise pas des plus-values énormes. Et là, j'ai mis deux actions effectivement gagnantes, mais qui ont des. Je les ai mises quand même parce qu'elles ont des gains représentatifs. Tu vois, là, Starbucks, on avait gardé un an, tu vois, pile un an, Ouais. février 2019 et février 2020. Et j'ai gagné que, entre guillemets, enfin, ça me va, mais 24%. Et Lilienco, pareil, j'ai gardé un an pour le coup, pareil, et j'ai gagné que 14%. Tu vois, je vise pas des. Voilà. Je vise pas des plus-values. Je préfère gagner. Enfin, je vise des plus-values raisonnables. Quoi. Voilà. Pour répondre à ta question. D'accord. C'est vrai que je m'étais beaucoup renseigné, moi, sur les. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, sur les moyens. Parce que moi, dès le début, je voulais trouver un moyen d'être serein et de couvrir mon portefeuille. Il y a beaucoup de méthodes. Méthode parfaite. En se renseignant, vous pouvez taper. Hein, regardez, faites les recherches en anglais. Alors maintenant, il y a beaucoup plus d'articles qu'à l'époque. En anglais, si vous parlez un peu anglais, vous tapez sur Google How to protect a stock portfolio, donc comment protéger un portefeuille d'actions. Vous allez trouver, il y a plus de ressources en anglais, c'est pour ça que je conseille plutôt de le faire en anglais.
beaucoup de blogs américains ou même des médias américains qui vous donneront des idées. Et vous verrez qu'il y a vous parleront de plusieurs méthodes. En général, les méthodes se recoupent. Hein. Beaucoup vont moi, ce que je fais, je ne l'ai pas inventé, bien sûr. Hein. Action à obligation, moi, je ne l'ai pas inventé, la stratégie. Hein. C'est une stratégie qui est très connue. Il y en a d'autres qui vont parler d'ajouter de l'or, un peu comme les portefeuilles comme Red Alio ou le Permanent Portfolio. Harry Brown. Ouais. Harry Brown, moi aussi. Ouais. Tout à fait. Après, il y a beaucoup d'articles qui vous parleront des stratégies avec des options. Acheter des puts pour se protéger. D'autres qui vont dire vous couvrir en shortant l'indice. C'est-à-dire, vous prenez un ETF S&P 500 et vous shortez l'indice, c'est-à-dire vous neutralisez le risque de marché. Mais là, c'est vrai que si les marchés font plus 29%, comme on a eu en 2019, bah, cet ETF-là, il va perdre beaucoup. Et donc, sur vos actions, ça sera dur de... Il n'y a pas de méthode parfaite et tout ont leurs avantages et inconvénients, c'est vrai. Moi, il y a une vidéo que j'ai vue d'ailleurs que tu faisais, Viken, où tu parles justement des ETF à effet de levier inverse et où tu expliques le piège. Le piège de ces ETF, c'est que voilà, c'est fait pour jouer sur du court terme, ces stratégies-là. Oui, tout à fait. Avec le bêta slippage, ouais. Oui. Ah oui. Alors, le short squeeze peut-être aussi, hein, éventuellement, en fait, je sais pas. Effectivement, tu as raison, Laurent. Les ETF à effet de levier ou ETF inverse, leur performance est calculée tous les jours. Ça fait que, au fil du temps, la performance de cet ETF-là va se décorréler du sous-jacent qu'il est censé suivre. Et donc, plus tu le gardes et plus tu as un risque. En gros, ça fonctionnerait très bien si le sous-jacent avait que des journées positives ou que des journées négatives. Mais comme dans la réalité, c'est pas ça, il y a des journées positives et négatives qui suivent. Donc, effectivement, quand tu as au mois de mars un cours qui dévisse et que tu dis, bon, ça va continuer, sur du court terme, tu peux dire, OK, je prends un BX4 pour jouer la baisse. Voilà, mais je vais le faire pour maxi une semaine ou deux, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut être précis dans le timing. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours avec quelqu'un qui s'appelle Pavel de la chaîne Mind Your Cash, je ne sais pas si vous connaissez. Et sur sa chaîne, on a fait une vidéo ensemble. Et lui, il me disait que lui, en cas de baisse des marchés, il se couvre momentanément, par exemple, avec des ETF short, pas short sur les ETF. Mais par contre, il le fait, comme tu l'as dit très justement, Laurent, il le fait que sur des courtes périodes. Mais là, il dit qu'il faut être précis dans le timing parce qu'effectivement, si tu gardes ton ETF et que les marchés repartent à la hausse, ton ETF, il va bouffer toute la plus-value de la hausse. Donc, c'est notre stratégie. Moi, c'est plus passif, on va dire, ce que je fais. C'est pas parfait, bien sûr, mais c'est plus passif. Pas besoin d'être tous les jours devant les marchés. Ce que tu fais, je me dis, par exemple, je pense à Exxon Mobil, là, et à un moment donné, je ne sais plus exactement, mais au début du Covid, toutes les sociétés pétrolières s'étaient cassées la gueule. Ouais. Et je me dis que, bon là, par exemple, si je regarde le graphe, donc c'est début 2019. Ah d'accord, donc c'est sur un an. Bon, par exemple, sur un an, si tu avais eu Exxon Mobil, eh ben, il se serait bien craché. Et donc là, tu peux avoir un retard dans tes notations. Si jamais c'est à la fin du mois, par exemple, bon, à la fin du mois, tu aurais remplacé ExxonMobil par une autre, mais potentiellement, tu aurais eu 1, 2, 3 semaines de grosses baisses, puis tu aurais perdu. Et du coup, est-ce que tu laisses faire quoi, en te disant qu'au global, comme c'est diversifié, c'est pas grave, ça fonctionne et tu préfères la sérénité, ou alors est-ce que tu interviens et tu coupes quoi? Non, dans le cas que tu as cité, je l'aurais gardé l'action, par exemple. Ah, tu l'aurais gardé, ouais. Ouais, tout à fait. Parce que tu préfères avoir ton système et être tout le temps, systématique sur ton système? Oui. Ça veut dire que tu tournes sur les 50 ou des fois tu vas un peu plus large, quoi? Je tourne sur les 50, mais par contre, les 50, elles évoluent en fonction du temps. D'accord. Tu vois, les 50 en ce moment ne seront pas forcément les mêmes dans 5 ans ou 10 ans. Ce n'était pas forcément les mêmes. Mais effectivement, c'est Ah pour oui, ça. d'accord, ok, pardon. Oui, que j'étais pas. C'est-à-dire que oui, pour dire qu'une boîte évalue, c'est en fonction des ratios dont un des ratios dont tu as parlé avant, le ratio PM. Merci à tous, merci Vivien et merci Laurent Yes, avec d'avoir plaisir. l'invitation.